Le lien marche, tu peux recommencer à parler. Le lien de... Ah, d'accord, bon, on t'attend tranquille. Il y a plein de monde, les gens t'attendent. Voilà. D'accord, pas de problème. Quelques petits instants encore et Ariel arrive. Il doit changer d'ordinateur. Voilà, décidément, aujourd'hui c'est compliqué, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Ça ne nous fait que le désirer plus. Voilà. Comment ça va, Nadine? Oui, oui, ça va. Très bien. Petit à petit, je fais des progrès. Et toi, tu vas bien? Ah, on le voit. Je m'excuse entre-temps. Sur l'autre ordinateur sur lequel je l'ai branché, je n'ai pas de son. Donc, vous me voyez, mais moi, je ne pouvais pas parler. Bien. Alors, un instant. Voilà, tout va bien. Bon, après ce petit contretemps. Johan, tu es avec nous, là? Johan. J'ai l'impression qu'il est en France. Non, mais moi, je veux qu'il éteigne l'enregistrement. Ah, ok, je peux enregistrer. Okay. Oui. Non, je ne peux pas. Je crois qu'il a déjà dit qu'il enregistrait. Ah non, non, je n'ai pas confiance. Il m'a déjà fait le coup. Ça marche, l'enregistrement. Non. C'est marqué en haut à gauche que ça marche, l'enregistrement. Il a marqué, il m'en a déjà perdu. Un instant. Chez moi. Alors, c'est Betsalel qui est maintenant l'animateur. Où il est, Betsalel? Je ne sais pas, c'est marqué sur l'ordinateur. Ben oui, ben ça veut dire que c'est pas Johan. Non, oui. Il est en France, je t'ai dit. Non, mais est-ce qu'il est avec nous, ce Betsalel? Ben, je ne sais pas, il y a écrit que c'est lui qui est l'animateur, alors il devrait être là. Betsalel, est-ce que tu peux nous dire bonjour? Betsalel. Où est-il? Où est Betsalel? Il n'y a pas de Betsalel. Si c'est marqué sur la liste des participants, il y a Betsalel Goldman qui est haute et Brigitte qui est haute. Je le vois. Ah, Brigitte, tu es haute? Ah non, tu es co-haute, toi. Je ne sais pas. Et l'enregistrement est prévu sur les deux comptes, le compte de Brigitte et le compte de Betsalel. Oui. Il faut ouvrir la liste des participants. Oui, je le vois. Non, mais je dis à Brigitte qui fronce les sourcils, il faut ouvrir la liste des participants et c'est là qu'on voit cette info. Ouais. Ok. Bien. Alors, on va y aller. Bien. Alors, je commence. Alors, bonjour à tous et à toutes. Et après quelques petites excuses, on veut donc parler des lames de He, les fameux 35. Je lance la diaporama. Ah, ça m'a rendu... Mais non, il ne m'a pas ouvert. Il faut que je sois co-host pour que je puisse gérer le diaporama. Il faut me mettre en co-host. En host ou en co-host. Franchement, je ne peux rien gérer, moi. Betsalel, tu peux t'occuper? Est-ce que je peux faire quelque chose, Ariel? Si tu peux me faire host ou co-host, oui, mais autrement, je peux rien. Je ne sais pas comment on fait ça. Bon, les amis, je m'excuse. Je crois que cette semaine, il n'y a personne qui veut. Si on était resté sur le Zoom que moi j'ai proposé, j'avais le contrôle complet. Là, je n'ai plus le contrôle. Maintenant, il y a plus de temps puisqu'il y a un cours après moi. Ça y est, Ariel vient d'être mis comme co-hôte, comme co-animateur. Ça vient de s'afficher. Ok, j'essaye. Ouf, ah oui.
Bien. Alors, Il n'y a plus qu'une demi-heure. en espérant que cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. S'il te plaît, ferme les micros, Brigitte. Ferme mute sans le mien. OK. Donc, Rehov al-Amédée, je pense qu'une rue que tout le monde connaît à Jérusalem. Il y en a dans d'autres dans le pays. De quoi s'agit-il Lamed He, les 35? En Gematria, Lamed He, Lamed c'est 30, He c'est 5, 35, la rue de 35. En général, quand il y a une rue qui porte comme ça un numéro de Gematria, il y a une histoire derrière. On a Jérusalem Rehov Amem Gimel, les 43, c'est la rue où se trouve le Mada, Magen David Adom. Et il y a comme ça des rues qui ont des noms bizarres. Et donc, on veut parler de Rehov al-Lamed He. Alors, de quoi s'agit-il? Comme toute histoire, pour qu'une histoire rentre dans l'histoire, s'il y a une image, par exemple, quand je pense aux parachutistes en 67, l'image des parachutistes au Kotel, ou quand on pense à la bataille de Givat Tachmoshet, il y a une chanson inoubliable, qui fait partie du panthéon de la chanson israélienne. Aussi sur les Lamed He, les fameux 35, dont on ne sait pas encore qui ils sont, on a une chanson, alors je mets quelques notes de la chanson pour commencer. On va se contenter de ce début. On a compris qu'il s'agit de 35 soldats, de 35 héros qui sont tombés, et on va essayer de raconter leur histoire. Donc, d'abord, je commence par ce personnage que vous connaissez, David Ben Gurion, et qui a écrit la chose suivante. C'est une lettre qu'il adresse aux familles des 35 qui sont tombés dans la bataille de Gush Etzion. Je ne sais pas si dans l'armée d'Israël ou dans quelque armée que ce soit dans le monde, il y a eu une section qui a concentré en elle tellement de personnages de bravoure, de richesse, que c'est cette section qui sera rappelée à tout jamais dans les annales de notre peuple comme le groupe des 35. Il y a eu beaucoup d'histoires de bravoure pendant la guerre d'indépendance. Mais l'histoire des 35 est peut-être la plus tragique et la plus impressionnante de toutes, etc. Donc, on comprend si Ben Gurion décrit ces 35 dans ces mots-là, qu'il s'agit d'une histoire spéciale que je voudrais raconter ce soir. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler ce soir, c'est que j'emmène un groupe du KKL dans 2 semaines sur les traces des 35. Et donc, je suis en plein dans cette histoire-là que je vais guider sur le terrain, là où la bataille a eu lieu, Bezrat Hashem, dans 2 semaines. D'ailleurs, il reste encore des places pour ceux qui veulent se joindre. Alors, commençons par le début. Kfar Etzion. Kfar Etzion était un village qui s'est créé en 1927 pour la première fois, des Yéménites et des gens de Yishuv Hayashan, pardon, donc ultra-orthodoxes de Jérusalem, qui créent un village sur la route. Le but est de faire une halte entre Jérusalem et Bethléem, où les gens vont au tombeau de Rachel, et Hebron, où ils vont au tombeau des patriarches à la Marpella. Et donc, en 1927, ils construisent ce village. Malheureusement, en 1929, dans les pogroms de 1929, il est détruit et abandonné. On recommence en 1935, on recrée le village. 1936, de nouveau les émeutes arabes, la révolte arabe, et le village est à nouveau abandonné. En 1943, on le reconstruit pour la 3e fois comme kibbutz. C'est un kibbutz de jeunes religieux qui se sont entraînés à faire un kibbutz. Et il s'appelle Kutsat Avraham, le groupe Avraham, qui s'installe à Kfar Etzion. Donc en 1948, ils ont déjà 5 ans. C'est déjà un kibbutz ancien. Là, vous les voyez en train d'étudier la Torah après le travail dans les champs, puisque c'est un kibbutz religieux. 3 ans plus tard, les rejoint le kibbutz de En-Tzurim, qui lui aussi est un kibbutz religieux qui se situe à côté d'eux. Et vous voyez l'annonce qu'ils viennent de planter les premières tentes, de mettre un grillage autour. Ça chante, ça danse. En-Tzurim, 2e village à côté de Kfar Etzion. Donc, ça va s'appeler finalement le Gush Etzion, le groupe Etzion, puisqu'il y aura au final 4 villages. Le 3e village, 1945, Masuat Yitzhak, porte le nom du Rav Yitzhak Isaac Halevi Herzog, donc le grand rabbin d'Israël de l'époque.
qui fête ses 50 ans. Et en l'honneur de son anniversaire, le Mizrahi a décidé de construire un village, un kibbutz qui portera son nom. Masuot Yitzhak, qui porte le nom du Rav Herzog, se joint à Kfar Etzion et Entzurim. Avec la tournure que prennent les événements, on va vers la fin du mandat britannique, vers l'État d'Israël. Les instances nationales décident de construire un nouveau kibbutz, Revadim, qui lui se joint en 1947, donc vraiment juste un petit peu avant la guerre d'indépendance. Et lui est un kibbutz du Hashomer Hatzaïr, du kibbutz Arsi, qui se joint. Donc, on parle en 1948 de 4 villages, 4 kibbutzim, le Gush Etzion, le bloc Etzion, dans les collines de Judée, au sud de Jérusalem. Voilà, le décor est planté, on a 4 villages. Que se passe-t-il là-bas? Juste encore en passage, si on veut parler de, comme Masuot Yitzhak porte le nom du Rav Yitzhak Levi Herzog, il a un très grand, il aime beaucoup ces villages, il vient souvent leur rendre visite et c'est grâce à lui que ces villages se créent parce qu'un des problèmes, c'est que les agronomes du KKL ont vérifié le terrain et ont trouvé que le terrain n'est apte qu'à la plantation d'arbres. Et les arbres préconisés, ce sont les amandiers, ce sont les abricotiers, les pêchers. Et tous ces arbres-là en Israël, on les plante greffés sur des troncs, des souches d'amandiers. Et il y a un problème de halakha, c'est que la greffe des arbres est problématique, elle est interdite quand ce ne sont pas des arbres qui sont de la même famille d'après la halakha. Donc, est-ce que la halakha, pour la halakha, est-ce que l'abricot et la pêche sont de la famille de l'amandier? Est-ce qu'on peut faire cette greffe? Si on ne peut pas, il n'y aura pas de village, alors c'est problématique. Mais le Rav Herzog, avec le Rav Tzvi Pessar Frank, Rav de Jérusalem, trouvent une solution et permettent de doter ces villages d'agriculture, donc ils peuvent se développer et vivre dans la région. La guerre d'indépendance commence, la situation devient de plus en plus tendue et on les voit travailler dans kibbutz, mais aussi monter la garde en parallèle, puisque là, il faut se protéger, la situation n'est plus au calme. Et très vite, on arrive au fameux convoi de ravitaillement, quand les villages isolés ont besoin d'être ravitaillés. Et déjà en Kislev de 1947, à la fin de l'hiver, dans l'hiver 47, un des convois, un convoi qui ravitaille le Gush Etzion, tombe dans une embuscade et malheureusement, 10 soldats vont y laisser la vie. Et là, on voit, c'est une photo de ce convoi de ravitaillement qui va aller à Kfar Etzion, au départ à Jérusalem. Malheureusement, ils n'arriveront pas. Et 10 vont y laisser la vie. Ce convoi avait deux raisons d'être. Une était d'amener du ravitaillement et deux, d'amener des soldats qui allaient relever les soldats qui renforçaient la garde dans ces villages de Kfar Etzion. Pardon. Là, vous avez le nom des 10 avec la pancarte à l'endroit où ils ont été massacrés par les Arabes. Donc, le 28 Kislev 1947, Tachar, donc c'est pendant la fête de Hanouka. Et après, on s'organise, la ville s'organise avec les problèmes de sécurité qu'il y a. Voilà, on fait des bonhommes de neige, regarde le bonhomme de neige qui porte une mitraillette Sten en bandoulière. Et ce qui est important, c'est qu'avec ce convoi de ravitaillement qui devait amener des renforts, un des renforts, le commandant de ces renforts, qui est donc le commandant maintenant du Gush Etzion, c'est un jeune homme du Palmar qui s'appelle Danimas, quelqu'un dont on reparlera tout à l'heure. Donc Danimas prend le commandement du Gush Etzion, c'est lui qui organise la garde et la défense du Gush. Pardon. Les instances nationales, de nouveau, décident que, vu la détérioration de la situation sécuritaire, on ne peut pas laisser des femmes et les enfants au Gush Etzion. Et le 5 janvier, on évacue les enfants, 73 enfants sont évacués du Gush Etzion. Vous voyez là le camion blindé qui les emmène, et puis les hommes, les papas qui sont accrochés aux fenêtres pour essayer de dire au revoir aux enfants, de dire au revoir. On ne sait pas quand c'est qu'ils vont les revoir la fois suivante, puisqu'ils sont assiégés en état de guerre, qui survivra, qui ne survivra pas, qui les reverra. Même cette route pour les enfants n'est pas une route de tout repos, il y a un danger sur la route. Et donc, à partir du 5 janvier,
et les enfants sont à Jérusalem. L'armée anglaise assure une patrouille de protection pour ce convoi et les enfants quittent le Gush Etzion. Et alors, le 14 janvier 1948 a lieu la première attaque en règle des Arabes israéliens contre un village juif. Jusqu'à là, c'était des escarmouches. Les Arabes ont attaqué des bus, ont attaqué des camions sur les routes, des individuels. Pour la première fois, des centaines d'Arabes vont attaquer un village pour détruire un village. Et le choix se porte sur Kfar Etzion, qui est très isolé. J'ai expliqué qu'entre Jérusalem et Hebron, il n'y a que le Gush Etzion, tout le reste sont des villages arabes. Les kibbutzim sont très jeunes, ils sont pas encore ils comptent pas beaucoup de membres. Revadim a quelques mois tout juste. Et donc, l'attaque a lieu sur Kfar Etzion. התקפה על גוש עציון, ינואר 48, הייתה הניסיון הערבי הראשון למגר גוש יישובים יהודיים שלם על ידי כוח ערבי מאורגן, מתוכנן, התקפה מתוכננת. והמגינים שלנו, בזכותו של מ"מ צעיר בפלמ"ח באותם ימים, בחור בשם אריה טפר, זיכרונו לברכה, הצליחו להדוף את הכוח הערבי ולגרום לו נפגעים רבים מאוד, בין הרוגים, בין פצועים. והייתה תחושת רווחה והקלה בגוש עציון, אבל יחד עם זה, הייתה הרגשה שאם ההתקפה הזאת תתחדש, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בה. יש 3 פצועים קשה ברבדים שאי אפשר לטפל בהם. שילחו מהר אמבולנסים. מצב הפצועים קשה מאוד. האם אפשר לשלוח תגבורת? מת מפצעיו עוד חבר רבדים. סכום אבדותינו, 3 הרוגים, 3 פצועים קשה, 5 פצועים קל. שילחו את האמבולנס, אחרת ימותו הפצועים קשה. Donc, le Gush Etzion s'est défendu. Ils ont repoussé les centaines d'Arabes qui les ont attaqués avec énormément de pertes pour les Arabes, mais eux aussi ont 3 tués. Ils ont 3 blessés graves, encore plusieurs autres blessés. Et ils envoient un message au commandement à Jérusalem. On a besoin d'ambulances pour évacuer les blessés graves, autrement ils ne survivront pas. On a besoin de plasma pour les transfusions sanguines. On a besoin de médicaments. On a besoin de munitions. On a besoin de renforts. Aidez-nous, aidez-nous. Et ça, c'est le 14 dans l'après-midi. C'est-à-dire que la bataille a eu lieu le matin, dans la matinée. L'après-midi demande à grands cris des renforts et surtout des ambulances et des secours pour les blessés. Et le commandant de Jérusalem dit donc, il faut donc qu'on envoie des renforts au Gush Etzion avec le matériel, avec les munitions, avec le plasma, etc. Et comme les routes sont plus ou moins bloquées, on décide de ne pas envoyer ce ravitaillement et ces renforts par la route, mais à pied, ils pourront contourner les villages, contourner les routes et essayer de rejoindre le Gush Etzion. Et donc, la décision est prise qu'un groupe de 40 soldats, une partie du Palmar, une partie du Rishrel Assadeh de la Haganah, donc moins entraînés, vont partir de Jérusalem. Ils se réunissent à Beth Hakerem, et de là, ils prennent en voiture, on les amène jusqu'à peu près Moshav Ora d'aujourd'hui, et de là, ils vont à pied jusqu'au Gush Etzion. Ça, c'est le programme. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des retards parce que la route était bloquée. Finalement, ils descendent pas à l'endroit où ils ont voulu commencer à marcher. Ils se trompent un peu sur le chemin. Ceux qui connaissent la région, il y a beaucoup de terrasses agricoles. Donc, il faut tout le temps grimper des murs, descendre des murs. Il y a des barrières de sabreuses, de cactus entre les différents champs. Donc, ça ralentit énormément la marche. Et le commandant de ces 40, qui s'appelle Danimas, on en a parlé tout à l'heure, c'était l'ancien commandant du Gush Etzion, mais maintenant il est à la tête de la colonne de ravitaillement. Et il décide donc qu'ils n'arriveront pas à passer, et en plein jour, ce serait suicidaire de passer à travers tous les villages arabes, et donc ils décrochent, ils annulent la mission, on réessayera demain. Ils rentrent à Beth Hakerem, ceux qui habitent Jérusalem vont rentrer chez eux à la maison se reposer, les autres discutent à Beth Hakerem et se reposent là-bas, en attendant de repartir à la nuit tombée de la nuit d'après, puisque on ne peut pas de jour traverser tous ces villages arabes et penser y arriver sain et sauf. Donc, la bataille a eu lieu le 14. La nuit du 14 au 15, échec. On veut repartir la nuit du 15 janvier. Et le 15 janvier, on décide donc de repartir une deuxième fois, mais ce coup-ci, pas par la même route. Ça, c'est une règle dans le Palmar. C'est que si on est passé par là hier, on ne revient pas par la même route parce que ce coup-ci, on va être attendu par les Arabes. Et donc, ils décident non pas de prendre la route directe
de Jérusalem directement au sud vers le Gush Etzion, mais de descendre en voiture dans la région de Beth Shemesh et de monter de Beth Shemesh à pied vers le Gush Etzion. C'est un parcours de 28 km, c'est un peu long, mais ce sont des marcheurs, ils l'ont déjà fait et ils pensent qu'ils arriveront dans cette nuit d'hiver qui est assez longue à couvrir la distance et arriver aux aurores au Gush Etzion. Donc ça, c'est le programme. 40 jeunes donc, quittent Jérusalem en voiture, ils arrivent à Hartouv. Hartouv, c'est une moshava, un village agricole qui aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le centre industriel, la zone industrielle de Beth Shemesh. À l'époque, il y avait là-bas un village qui n'a pas tenu le coup. Et là-bas, ils s'organisent. Le problème est que il y a eu les armes sont venues par une autre voiture, puisque c'est illégal de transporter les armes. Il a fallu acheminer les armes là-bas aussi. Et quand elles arrivent, il y a un problème il y a une mitrailleuse qui est coincée dans la voiture, ça prend du temps. Et finalement, le temps qu'ils s'organisent, il est déjà 11 heures du soir. Donc, ils ont déjà perdu de précieuses heures de nuit. Mais Dani Mas décide qu'ils vont partir quand même. Il dit, on a beaucoup d'équipements. Comme on amène du ravitaillement au Gush Etzion, on a des mitrailleuses, 4 mitrailleuses. C'est énorme. Toute la région militaire de Jérusalem disposait de 11 mitrailleuses. Sur les 11 mitrailleuses, 4 sont dans ce convoi de ravitaillement. Donc, il dit, on a énormément de cartouches. La majeure partie, les derniers kilomètres, il n'y a plus de village arabe. Donc, on n'est pas obligé d'arriver à Gush Etzion. Alors, aux aurores, il faut qu'au Gush Etzion, il faut qu'aux aurores, on ait dépassé le dernier village arabe. Et si après 2 jours, on est surpris par les Arabes, ce n'est pas un problème. On est entraîné, on a assez d'armes, on se défendra et on percera vers le Gush Etzion. Le commandant local du village de Hartouv, Raphaël Ben Orial, lui dit n'y allez pas. N'y allez pas, vous n'y arriverez pas, mais on ne discute pas tellement avec Dani Mas, qui est bien entêté. Il décide on va y arriver, on n'a aucune raison qu'on le passe. Alors, si vous voyez les chiffres qui sont dans l'image, de 40 à 38. Ils étaient 40, il n'y en a que 38 qui peuvent partir. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont que 38 armes de poing. Et Dani Mas dit, celui qui n'a pas d'armes ne part pas. Alors, il demande à Raphaël Ben Arouya de Hartouv de donner encore 2 fusils pour emmener tous ces soldats. Raphaël Ben Arouya dit, non, pas question, j'en ai besoin pour défendre mon village. Et donc, Dani Mas décide, OK, s'il n'y a pas de fusils pour tout le monde, ben, ceux qui en ont, les 38 vont partir, 2 restent à Hartouv. Ils sont assez déçus de ne pas participer. Ils commencent à marcher. Vous voyez sur la carte à gauche, vous voyez l'arc de cercle qu'ils font pour contourner Beth Shemesh. À l'époque, c'est une zone arabe et il y a aussi une police militaire, une police anglaise, pardon, une police britannique à Beth Shemesh. Donc, il faut contourner la police britannique. Et quand ils arrivent à la région de Zanoar aujourd'hui, au sud de Beth Shemesh, un des soldats se foule la cheville. Alors, l'infirmier essaye de lui mettre un pansement, de lui bloquer le pied, une espèce d'attelle pour bloquer le pied. Ça ne fonctionne pas et Dani Mas décide que ça va retarder la marche de tout le monde. Il faut donc qu'il rebrousse chemin. Et donc, il demande à 2 autres soldats de retourner avec le blessé, le ramener et rentrer tous les 3 à Hartouv. Bien sûr, on ne peut pas l'envoyer tout seul dans une région hostile. Donc, il y a 2 soldats qui l'accompagnent. Et ce qui est assez incroyable, c'est quand on regarde les témoignages, puisque ces deux soldats n'ont pas participé au combat, mais eux peuvent raconter ce qui s'est passé jusqu'au moment où ils ont quitté. Ils vont raconter, qu'ils étaient très, très déçus de ne pas participer au sauvetage de Gush Etzion et d'avoir retourné pour accompagner le blessé. Mais deuxième chose, ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'est très dangereux. En fait, les 38 qui, eux, sont sûrs d'arriver au Gush Etzion demain matin, se demandent est-ce que les 3 vont réussir à rentrer jusqu'à Hartouv quand ils ne sont que 3 en terrain hostile. Nous, on est 38, on est bien armés, on est 35, on est bien armés, on se défendra, on n'a aucun problème. Mais est-ce que les 3, eux, vont arriver à Hartouv? Les 3 arriveront à Hartouv. Les 35, eux, malheureusement, n'arriveront pas à Kfar Etzion. Donc là, on voit le chemin. Ici, au numéro 3, il y a les 3 qui repartent en arrière et les 35 autres qui continuent au chemin. Ils arrivent à côté du village de Tsourif. Il y a Tsourif et Djaba, il y a 2 villages. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut que se baser sur les témoignages des Arabes. On va d'abord regarder de nouveau un petit extrait de film. הניסיון הראשון להגיע אל גוש עציון מכיוון ירושלים נכשל. הכוח מחליט לנסות ולהגיע אל הגוש מכיוון אחר,
הפעם ממערב, בנתיב שאורכו 28 קילומטרים, העובר קרוב מאוד לכמה כפרים ערביים. הגענו למסקנה שהדרך מהר-טוב היא הרבה יותר נוחה והרבה יותר פשוטה, והיא גם הייתה הרבה יותר מוכרת לנו. זה היה אמור להיות מסלול של בין 7 ל-8 שעות. זמן היציאה נקבע ל9 בערב, אך משלוח הנשק מאחר והיחידה מתעכבת. כשהנשק מגיע, מגלה דני שחסר נשק לשניים מאנשיו. הוא פוקד עליהם להישאר מאחור. הם ניסו להתווכח, ובסוף הכריעו את הוויכוח בפקודה. J'ai mis ce petit fil pas parce qu'il a ajouté quelque chose de plus que ce que j'avais dit avant, mais c'était pour voir un petit peu les responsables de l'époque. Le dernier que vous avez vu, c'était Raphaël Ben Arouya, donc le commandant de Har-Touv, qui leur a dit d'abord ne partez pas, il est trop tard, restez dormir la nuit maintenant à Har-Touv, et vous partirez demain à la nuit tombante, et donc vous aurez le temps d'arriver au Gush Etzion. Ce soir, vous n'y arriverez pas. Mais dans la suite du film, Danima se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et si demain le Gush est attaqué, et que les soldats qui les blessés n'ont pas eu le plasma et qui vont mourir, ou si le Gush Etzion est attaqué et qu'ils n'ont pas les munitions qu'on leur ramène, le ravitaillement, ce sera moi le responsable. Non, on va y arriver et on peut le faire. Et donc, ils continuent leur chemin. Et ce qu'ils ne savent pas, alors ça, c'est les témoignages de villageois arabes qui seront après interrogés par la police anglaise. C'est qu'à Tsourif, au village de Tsourif, il y a un camp d'entraînement d'Arabes qui s'entraînent à faire la guerre aux Juifs et dirigé par Ibrahim Aboudaya, vous le voyez à gauche, qui est avec Abdelkader El-Husseini, un des grands chefs de la révolte arabe. Et ce qui se passe, c'est que les 35 rencontrent sur leur chemin. Alors, les opinions divergent. On a des témoignages qui parlent d'un berger arabe âgé, d'autres parlent de 2 femmes qui étaient allées couper du bois. Ce n'est pas important, mais d'après l'histoire, ils ont rencontré quelqu'un, un arabe, sur la route, qui n'était pas une menace pour eux, donc ils l'ont laissé continuer son chemin. Et cet arabe a foncé au village de Tsourif en criant « Yahoud, Yahoud, les Juifs arrivent, les Juifs arrivent ». Et comme il y a 400 soldats arabes qui s'entraînent à Tsourif, eux arrivent rapidement sur les lieux et prennent en chasse les 35. Et là, le combat est assez inégal puisqu'il s'agit de 400 contre 35. En plus, tous les villageois, bien sûr, vont se joindre pour la curer. וכבר העיר הבוקר, ועדיין חיכינו להם, וחיכינו ולא כלום. אני הרכבתי את האוזניות ואני שומע צהלות שמחה בערבית. דבחנאהם, מטלנאהם, הרגנו אותם, שחטנו אותם, ערפנו אותם. יא ליל, זה, ומברוק, וברכות, ומדווחים למפקדה. אז אני יורד למטה, מפקד המחוז. אני אומר לו, תשמע, משהו קורה באזור הזה, בתווג'ל, בגוש עציון, בשעה כזאת, מה קורה שם? הם צוהלים שנהרגו, הם הורגו לנו שם. אומרים עשרות. Vous avez reconnu Yitzhak Navon, l'ancien président de l'État d'Israël, qui lui à l'époque était responsable des services de renseignement de la Haganah à Jérusalem. Il dit à la radio, ils ont entendu que les Arabes parlent à la radio, parlent de cris de joie, ils ont tué des dizaines de Juifs. Il se passe quelque chose dans le sud de Jérusalem, je ne sais pas quoi, parce que lui, bien sûr, n'est pas au courant des opérations de la Haganah. Lui, ce que lui sait, c'est ce qui se passe chez les Arabes. Il écoute chez les Arabes. Donc, il dit à son chef, et son chef comprend qu'il y a un problème avec le convoi le ravitaillement de Kfar Itzon, mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont attaqués par ces soldats arabes et par les villageois, ils grimpent sur cette colline qui est devant vous, qu'aujourd'hui on appelle Givat Akrab, la colline de la bataille, pour dominer la situation, pour être sur une hauteur. Et là-bas, ils se préparent à une défense tout autour de la colline pour parer à toute attaque, et ils vont se battre pendant plusieurs heures jusqu'à la dernière cartouche. Le Mourtar, le chef de village de Djaba, témoignera devant la commission d'enquête anglaise et dira si il est écrit, s'il est maktoub qu'on doit mourir, j'espère mourir comme ces héros
qui se sont battus jusqu'à la dernière balle, et même quand il ne restait plus de balles, ils nous ont encore jeté des pierres. Et effectivement, on a retrouvé parmi les cadavres des soldats de ces 35 qui avaient encore des pierres en main. Quand ils n'ont plus de cartouches, ils ont continué encore à jeter des pierres. Donc une bravoure incroyable. Malheureusement, ils ont été écrasés sous la multitude. Mais on ne sait toujours pas ce qui se passe avec eux. C'est-à-dire que Yitzhak Navon a entendu à la radio qu'il se passe quelque chose, donc le commandement qu'on comprend. À Gush Etzion, on se demande où est la colonne de ravitaillement. Ils sont en route, ils devraient être arrivés déjà. Il fait jour, où sont-ils? Ils entendent des coups de feu, mais bon, les coups de feu, il y en a beaucoup à l'époque. Ils envoient un peloton de reconnaissance qui ne voit rien. Et le commandement de la Haganah décide d'envoyer un avion de reconnaissance. Alors, en parallèle, il y a le commandant de la police anglaise à Hebron qui se rend compte qu'il y a beaucoup de blessés qui arrivent à l'hôpital de Hebron. Alors, il demande ce qui se passe, il comprend qu'il se passe quelque chose, il va à Tsourif, là-bas, on lui dit non, il n'y a rien, c'est tranquille. Il revient à Hebron, et le lendemain, avec le nombre de blessés qui arrivent, il se rend compte qu'il y a oui quelque chose, il retourne, mais ce ne sera déjà plus le vendredi 15, le vendredi 16, pendant le vendredi de la bataille, le Shabbat, le 17, cet officier de police, Haimish Dougan, revient à Tsourif, et là, il va interroger des Arabes et recevoir les nouvelles comme quoi il y a eu cette bataille, il y a eu ces 35 qui ont été massacrés, et il va s'occuper de faire récupérer les corps des 35 soldats de cette section des Marleket Tahar, la section de la montagne. En parallèle, ça c'est les Anglais. C'est seulement Shabbat après-midi qu'il va dire au commandant de Kfar Etzion, ne les cherchez plus, ils sont tous morts, on les a retrouvés, ils sont tous morts. Mais en parallèle, la Gush Etzion a envoyé un peloton, la Haganah a envoyé un peloton de la région de région de Hartouv qui va suivre le chemin de la Medhé. D'ailleurs, eux vont être attaqués aussi par les habitants de Djaba et il y aura un mort et plusieurs blessés dans cette équipe de recherche. Et en parallèle, on envoie aussi plusieurs avions qui vont se relayer, des avions de l'armée de l'air de l'époque. C'était vous les voyez, ces petits coucous. Un des pilotes, d'ailleurs, Ezer Beitzman, qui voit qu'il y a énormément d'Arabes à Tsourif, que ça bouge beaucoup, qu'il y a des rassemblements, mais il n'arrive pas à identifier ce qui se passe sur le terrain. C'est uniquement Shabbat après-midi qu'on comprendra ce qui s'est passé. Quand j'ai dit, la bataille a eu lieu vendredi matin. Donc jusqu'à Shabbat, on les cherche la journée sans comprendre. Shabbat matin, on continue les recherches. Et l'après-midi, les Anglais donneront la confirmation qu'il n'y a pas de survivants dans cette colonne des 35. Alors, Chaim Gouri, qui est un auteur, qui est un poète, et qui se trouve à l'époque dans le cadre d'une mission de la Haganah en Europe, entend ce qui s'est passé. Lui, il vient du Palmach, il entend ce qui s'est passé avec une partie sont des amis à lui, Danny Mas, le commandant de la Medhé, est un ami personnel. Ils avaient fait ensemble le cours d'officier. Et il écrit un poème qui est devenu célèbre en Israël parmi les textes fondateurs de l'État d'Israël. Hine mutalot gufotenu, voici que nos corps sont sans vie. Re hine mutalot gufotenu, shura aruka aruka, palinu shunu, hamavet nishkaf meinenu. Mais ce qui est important, c'est que dans la suite, la dernière ligne que vous voyez ici, c'est pas la dernière ligne du poème, c'est la dernière ligne qui est sur l'image. Lo bagadnu re'inishkenu tsamud murukan kadurim ashpatenu reka. Regarde, nous n'avons pas trahi, nos armes sont vides de munitions, nos chargeurs sont vides. Donc il a eu une intuition très exacte de ce qui s'est passé. Il écrit ça encore avant qu'on sache les détails. Il a juste entendu que la Medhé sont tombés en allant vers le Gush Etzion. Mais connaissant une partie des officiers et des soldats de cette unité, il comprend que s'il n'y a pas eu de survivants, ils sont certainement battus sur les dernières cartouches et il écrit ce poème Hine mutalot gufotenu, qui d'ailleurs a été aussi mis en chanson. Et à droite, on voit l'enterrement, l'Alvaya des 735 que les Anglais ramènent à Kfar Etzion. Il y avait d'ailleurs une discussion au commandement anglais, est-ce qu'ils les amènent à Jérusalem, est-ce qu'ils les amènent à Kfar Etzion? Hamish Dogan décide de les amener à Kfar Etzion et ils sont enterrés à Kfar Etzion. אנחנו קיבלנו רשות מהבריטים לנסוע להלוויה
אז נתנו לנו טנדרים, ובטנדרים אנחנו ישבנו על הארגזים. אבל הבריטים לא ידעו שבארגזים היה שם נשק וציוד בשביל הכוש. זה באופן לגלי העברנו את הדברים האלה. Dans le film, vous avez vu Reuven Mass, le père de Danny, le commandant des 35. Et donc, Reuven Mass raconte que quand il y a l'enterrement, le dimanche, l'enterrement à Lior Kfar Etzion, et les Anglais permettent aux parents de venir assister à l'enterrement. Ils donnent une escorte anglaise qui emmène ses parents vers le Kfar Etzion. Je rappelle, la route est bloquée. Et raconte Reuven Mass qu'il y a un problème, c'est que les 35 sont morts et le ravitaillement, les munitions, les armes ne sont pas arrivés à Kfar Etzion. Alors en fait, quand ils vont à l'enterrement, ils sont assis sur des sacs dans les voitures anglaises, et dans les sacs sont cachés sous du ravitaillement, du ravitaillement alimentaire. Ils ont caché les fameuses armes. Et en fait, c'est les Anglais maintenant qui amènent les armes qui manquent au Gush Etzion pour se préparer à si jamais il y a une nouvelle attaque des Arabes. C'est ce que racontait Reuven Mass. Bon. Une grande question qui était posée, comment les Arabes ont eu vent de cette attaque? J'ai donné une des opinions, qui est l'opinion ce que les Anglais ont raconté, que les Arabes ont témoigné qu'il y a un berger arabe qui a vu les 35 et qui l'a crié dans le village et qui a ameuté tout le monde. Il y a d'autres opinions. Une des opinions que vous voyez devant vous sur Internet, Yigal Allon a annoncé juste après à Israël Galili, qui est le commandant de la Haganah, comme quoi il y a des fuites. Les Anglais écoutent la radio juive et font passer des nouvelles aux Arabes. Et il y a des accusations non voilées, comme quoi les Anglais auraient dit aux Arabes, il y a un groupe qui se prépare à forcer la route vers Gush Etzion, attendez-les sur la route. Donc, est-ce qu'ils ont été donnés par les Anglais? Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, il y a plus d'un indice de ça. Par exemple, quand ils attendent la deuxième nuit de partir, qu'ils sont à Beth Hakerem, qu'ils s'organisent, il y a une voiture anglaise, de la police anglaise, qui est stationnée devant le bâtiment toute la journée, avec une antenne d'écoute. Ils écoutent les transmissions. Et d'après certains témoignages, il y a eu des messages qui ont été transmis aux Arabes. Donc peut-être que les Anglais aussi ont leur part dans ce qui s'est passé. Alors maintenant, je vais présenter quelques-uns de ces 35. D'abord, le commandant Danny Mass, qui est un des meilleurs commandants du Palmar de l'époque. Il a déjà fait beaucoup de choses. Il a aidé des débarquements de bateaux d'immigrants clandestins. Il a participé au dynamitage des ponts dans la fameuse nuit des ponts où le commandement de la Haganah a fait sauter les ponts qui reliaient Israël à tous les pays voisins. Et qu'en une nuit, il y a 11 ponts qui ont sauté. Et j'ai dit que dans un des convois de ravitaillement, il était venu prendre le commandement du Gush Etzion. Et quand il avait demandé des renforts et qu'il n'y avait plus de liaison radio et qu'il n'arrivait pas à faire passer le message qu'ils avaient besoin de renforts, il s'était déguisé en arabe et il avait pris une voiture et il était rentré à Jérusalem en traversant tous les barrages et tous les villages arabes, déguisé en arabe en jouant le jeu. Donc c'était quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, comme on dit. Et c'est pour ça que quand on lui dit que le Gush Etzion a besoin de ravitaillement, il se sentait comme le commandant légitime de cette colonne, puisqu'il était ancien commandant du Gush Etzion, il connaît la région, il connaît les besoins et s'est porté au secours de ses anciens camarades. David Tsabari, lui, est arrivé du Yémen. Il a étudié au Talmud Torah et comme il a l'air mizrahi, il a l'air oriental, il a réussi à se faire engager dans les Mista Arabim, c'est-à-dire c'est des unités qui travaillent dans le secteur arabe déguisés en arabe. Donc il est déguisé en arabe, il rentre dans les villages arabes pour écouter, ramener des messages, ramener des renseignements. Un jour, il y a une opération qui était faite, il fallait arrêter des Arabes. Il s'est déguisé en policier arabe et il a arrêté le camion où se trouvaient les suspects. Une fois qu'il a réussi, en tant que déguisé en policier arabe, à arrêter le camion, alors ses copains du Palmar sont venus arrêter les gars qui cherchaient dans le camion.
et comprendre qu'il fait ça déguisé en policier arabe, il a 16 ans et demi. Il s'est engagé à 16 ans et demi. Il est né le 6 mars 1930. Donc, il est tombé en 48. Il a à peine 18 ans. Et tout son parcours militaire de Mista Arev, d'aller dans les villages arabes, ramener des renseignements, transporter des armes ou jouer aux policiers arabes, etc., il l'a fait à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans. De nouveau, une bravoure incroyable. Tous ces personnages des 35 sont des gens incroyables, un par un, chacun dans son histoire propre. J'ai pris quelques exemples, mais j'ai un livre entier sur les Lamadé qui donne l'histoire de chacun. Et il mériterait qu'on parle de chacun individuellement. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour ça. Baruch Yosef, lui, est venu d'Allemagne. Alors, ça aussi, on a dans les Lamadé des immigrants d'Allemagne, du Yémen, d'Amérique, d'Angleterre, vraiment d'Irak. On a vraiment des Juifs de tout horizon. On a de tous les âges, puisqu'on avait Tzabari qui avait 17 ans, et on a le plus ancien de Lamedhe avait 37 ans, donc c'est une grande fourchette d'âge. Certains étaient des anciens du Palmar qui avaient déjà une formation militaire avancée. Certains étaient du Riche, donc avaient une formation militaire très sommaire. Mais on espérait que les autres les encadreraient et les aideraient. Mais pour comprendre qui est Baruch Yosef, lui, il est né à Vienne. Il a fui la Shoah. Donc, en 1940, il arrive en Israël. Il s'engage dans le Palmar. Le Palmar, à l'époque, a créé une section allemande qui s'entraîne avec des uniformes allemands d'après des manuels d'entraînement allemands. Et le but, c'est de les parachuter derrière les lignes allemandes pour de la désorganisation. Quand finalement cette unité sera démantelée, il rejoindra l'armée anglaise. Il sera la brigade juive. Il sera envoyé en Europe. Et là-bas, il essaiera de trouver sa sœur parce que ses parents ont été gazés, mais sa sœur a été confiée à une famille chrétienne. Malheureusement, elle refuse de revenir au judaïsme, de revenir avec lui. Elle a été éduquée par ses parents adoptifs chrétiens à détester les Juifs et il revient le cœur brisé. Il a perdu ses parents et la sœur qu'il avait refuse de le rejoindre en Israël, veut rester chrétienne à Vienne. Donc, il a le cœur brisé, il arrive quand même à se reconstruire, à travailler, à s'inscrire à l'université hébraïque. Je ne l'ai pas dit, la plupart de ces soldats du Palmar, c'était la réserve qui était des étudiants de l'université hébraïque. Donc, la plupart des étudiants, lui, se destinaient à être étudiants. Une partie était déjà étudiant à l'université hébraïque et puis toutes sortes d'autres personnes. Le riche venait de toutes sortes d'horizons. Là, vous avez une photo de Lustig, Alexander Lustig, vous entendez le nom, il est venu d'Allemagne. Lui, il a fait Betzalel, l'école de Beaux-Arts. On a parlé il y a quelques semaines du KKL. La dernière fois, on a parlé du KKL et des timbres du KKL qui véhiculent un message de connaître Israël, etc. Alors, vous voyez, ces timbres du KKL dont on a parlé l'autre fois, une partie, là, vous avez une série qui avait été dessinée par Alexander Lustig, qui est donc tombé dans les 35. Donc, il y avait des artistes, Alexander Lustig, qui a dessiné ces timbres qui lui ont survécu, mais lui n'a pas survécu. Le plus connu, le plus célèbre, c'est Tuvia Kushnir. Tuvia Kushnir qui est déjà marié. Il est jeune encore, il a 24 ans, mais à 24 ans, il est déjà connu dans le monde entier comme scientifique. Il étudie la botanique à l'Université hébraïque de Jérusalem, mais il a déjà publié dans des revues prestigieuses en Angleterre, des revues universitaires. C'est un grand chercheur en botanique et il a découvert pas mal de plantes. Et là, je vous en montre trois. À droite, vous avez un iris. À gauche, vous avez une sitvanite, une kolchik, enfin, la fleur de l'automne en Israël, qui d'ailleurs porte aujourd'hui son nom. À droite, ça s'appelle Irus Tuvia, à gauche, Sitvanit Tuvia, et au centre, vous avez le Shushan Tzachor, le lys blanc, qu'on croyait disparu, qu'on savait que c'était une des anciennes plantes d'Eretz Israël. Vous la connaissez tous, puisque vous l'avez sur vos pièces de 1 shekel. Sa pièce de 1 shekel, on voit les 3 pétales, on voit une photo de profil avec 3 pétales du Shoshan Tzachor du lys blanc. Et on le croyait disparu, que les croisés avaient tout coupé à l'époque pour emmener en Europe. Et Tuvia Kushnir l'a redécouvert sur les pentes du Carmel. Donc c'était un grand chercheur en botanique, déjà connu dans le monde, et tout le monde lui prédisait un avenir dans le monde de la botanique. En 1946,
dans le cadre du Palmar, ils ont fait des étudiants du Palmar qui sont allés se promener dans le Negev. La région de Mitzpe Ramon est entièrement inconnue à l'époque. Donc, ils cherchent des routes. Ça va servir après en 48, quand Tzahal, en 49, l'opération Mifza Oufda, quand Tzahal va aller vers Elat, ils vont se servir des relevés de terrain qu'ont retrouvé Tuvia Kushnir et ses camarades. Et quand ils arrivent dans la descente du cratère de Ramon, du Martesh Ramon, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui les a précédés. Ils voient un sigle de l'armée anglaise qui a accompagné une mission de la compagnie, la compagnie de pétrole irakienne qui cherchait par où faire passer un oléoduc pour amener le pétrole. Et donc, du coup, dépité, Kushnir dessine sur l'emblème anglais, le couvre avec un emblème du Palmar. On peut encore le voir quand on sait où le chercher. Donc, il a mis cet emblème du Palmar et son nom, Tuvia, sur ce rocher dans la descente de Mitzpe Ramon. Après l'histoire des 35, le Gush Etzion est encore plus coupé qu'avant. Donc, le ravitaillement maintenant, c'est uniquement des convois bien protégés. Une partie se fait par avion. Vous voyez un petit aéroport qui a été aménagé, un champ d'aviation plutôt, qui a été aménagé au Gush Etzion où les avions peuvent se poser et amener le ravitaillement nécessaire, les choses les plus urgentes. Un des convois qui va essayer de passer par la route va lui aussi malheureusement devenir célèbre. C'est ce qu'on appelle Shayeret Nebi Daniel, le convoi de Nabi Daniel qui est tombé dans une embuscade le 27 mars 48. Et là-bas, ce qui s'est passé, le commandant du convoi, Zrubavel Horowitz, se trouve quand le convoi est bloqué sur le retour. Ils ont réussi à aller au Gush Etzion, ils ont amené le ravitaillement, mais ils devaient évacuer 2 mules à Jérusalem, et la mule était un peu réfractaire. Ils ont pris trop de temps, les Arabes leur ont mis une embuscade sur le terrain du retour, et quand le combat s'engage et que la route est entièrement bloquée, Zrubavel donne l'ordre, ceux qui peuvent retourner à Kfar Etzion, retournent à Kfar Etzion. Une partie retourne à Kfar Etzion, une partie ne peuvent pas faire demi-tour, ou parce que les voitures sont endommagées, ou parce que la route est bloquée derrière eux, et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se retranchent dans une maison, Nebi Daniel, un makam, un endroit qui se trouve au bord de la route. Et dans un des blindés se retrouvent 10 blessés qui, eux, ne peuvent plus, n'ont pas la force de sortir pour aller se retrancher dans la maison. Zrubavel Horowitz est avec eux. Et quand ils voient que la situation est foutue et que les Arabes s'approchent du blindé, ils décident de faire sauter le blindé avec les blessés et avec lui dedans pour éviter d'être mutilés par les Arabes. On sait malheureusement qu'à la guerre d'indépendance, personne n'est sorti ni vivant, ni même indemne. C'est très terrible ce qui s'est passé en 48. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais quand on a enterré les corps des 35 des Lamedhé, beaucoup de corps avaient été mutilés par les Arabes. Et donc, pour éviter que les blessés soient coupés en morceaux encore vivants, Zrubavel Shaltiel a préféré se faire sauter avec eux dans le blindé. Et c'est pour ça qu'il a reçu la médaille de Gibor Israël. Il y a eu, en Israël, on est assez avare de médailles. Dans toute la guerre d'indépendance, Ben Gurion a décidé de donner 12 médailles en tout et pour tout, et une de 12 médailles a été donnée à Zrubavel Horowitz, le commandant de ce convoi de ravitaillement du Gush Etzion. Là, vous avez devant vous maintenant le dernier télégramme envoyé par le Gush Etzion. Vous voyez, Etzioni Mivrak Achron, dernier message du Gush Etzion, c'est fini, on n'est plus là, cette nuit nous ne serons plus là parce qu'ils décident en fait de se rendre aux Arabes. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Kfar Etzion, 127 soldats se rendent à la légion jordanienne qui leur dit on va vous emmener en captivité en Jordanie, mais avant de vous emmener, on va faire une photo de groupe, donc mettez-vous en rang pour la photo. Et une fois qu'ils sont en rang, au lieu d'amener un appareil photo, les Jordaniens amènent une mitrailleuse et abattent les derniers survivants de Kfar Etzion. Donc il y en a 4 qui vont réussir à s'échapper, mais tous les autres défenseurs de Kfar Etzion vont mourir lâchement assassinés après s'être rendus aux Jordaniens. Et à droite, vous avez la dernière lettre de Shalom Gernak qui a été tué donc dans cette bataille.
qui dit bon, apparemment, nous ne pourrons pas nous en sortir. C'est un combat pour la vie ou pour la mort. Nous remplissons notre rôle parce que nous sommes la protection de Jérusalem. Nous bloquons la route de Jérusalem. Effectivement, c'est dans le cadre d'une autre conférence, on pourra en parler. Le Gush Etzion a sauvé Jérusalem. Pour ceux qui connaissent la bataille de Saint-Simon, de Katamon, il y a des renforts arabes qui venaient de Hebron, qui ont été bloqués par le Gush Etzion, et sans eux, la bataille de Saint-Simon aurait été un fiasco, et on aurait perdu tous les quartiers sud de Jérusalem, Kor Chaim, Talpiot, Arnona, Ramat Rachel. Mais c'est grâce à Gush Etzion qu'on a gardé le sud de Jérusalem. Donc, effectivement, ils avaient cette conscience qu'il faut qu'ils se défendent jusqu'au bout parce qu'ils sont le verrou et la protection de Jérusalem. 1 an et demi plus tard, ils vont revenir de captivité. Qui c'est qui revient? J'ai dit qu'ils ont été massacrés. Oui, les gens de Kfar Etzion ont été massacrés, les survivants. Mais il y a encore 3 autres villages. En-Surim, Masot Yitzhak et Revadim. Et eux vont demander l'intervention de la Croix-Rouge pour garantir qu'ils ne seront pas massacrés. La Croix-Rouge ne veut pas arriver, mais finalement, il y a quand même déjà l'opinion est assez montée contre les Jordaniens. Et donc, les 3 autres villages qui se rendront un jour plus tard seront effectivement emmenés en captivité en Jordanie et reviendront 1 an et demi après. Vous voyez là, 9 mois après, pardon. Vous voyez là les jeunes femmes qui rentrent de captivité de Jimal en Jordanie. Plus tard, les enfants de Kfar Etzion, puisque les parents sont morts, viendront essayer de comprendre ce qui s'est passé et comprendre l'histoire des Lamed He, comprendre l'histoire de Kfar Etzion. Et vous voyez ici, au centre de la photo, le personnage avec le béret, c'est Hamish Duggan, c'est le fameux officier de police anglais qui était le premier sur les lieux et qui a récupéré les corps des 35 pour les amener à Kfar Etzion. Donc, il explique aux enfants de Kfar Etzion l'histoire des Lamed He. On est maintenant en 1967. On revient à Kfar Etzion, puisque depuis Kfar Etzion est tombé à la guerre d'indépendance en 1948. Donc, les 35 ont été enterrés à Kfar Etzion dans le cimetière là-bas, mais en 1967, quand on revient après la guerre des 6 jours, on veut maintenant les réenterrer au cimetière national, au Mont Herzl, au cimetière militaire du Mont Herzl. Et vous voyez à gauche l'annonce, Atzamot, Haikarot, Lavota, Avotenu, Imotenu, Baalenu, Neshotenu, Achenu, Vachiotenu, Chavrotenu, Kdoshek Kfar Etzion. Kdoshek Kfar Etzion, c'est bien sûr les soldats de Kfar Etzion, les habitants civils de Kfar Etzion, mais aussi les Lamed He. Tous ces gens-là sont ramenés pour être enterrés au cimetière militaire du Mont Herzl. À droite, vous voyez, ce sont des très, très grandes tombes. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont enterrés là-bas. Les 127 de la dernière bataille, ceux qui sont tombés dans les différentes batailles, les 35 et d'autres encore. Mais le grand problème est qu'on n'arrive plus, on n'a pas réussi à identifier tous les corps. Donc, comment donner une sépulture à chacun? Alors, on va utiliser un artifice qui s'appelle le Goral Hagra. Vous savez que dans le judaïsme, on est assez contre le tirage au sort. On a une mitzvah de la Torah, Tamim Tiye Im Adonai Elohecha. Il ne faut pas chercher à toutes les devins, les magiciens, les nécromanciens. Ce n'est pas tout à fait conseillé par la Torah, pour ne pas dire autre chose. Mais il y a aussi, on comprend qu'il y a le Goral, il y a le tirage au sort. On se rappelle que c'est comme ça que Yoshua a octroyé les territoires aux différentes tribus. On se rappelle que dans le Beth Amikdash, le Yom Kippour, il y avait le tirage au sort entre le bouc émissaire et le bouc qui rentrait dans le temple. Et donc, le Gaon de Vilna, il y a 3 siècles, il y a 2 siècles et demi, a donné une façon de faire un goral en utilisant un certain tanar qui est une certaine mise en page, vous voyez devant vous, avec le texte est en 2 colonnes, et alors quelqu'un qui était au mikvé, qui s'est purifié, alors on ouvre une page au hasard, et de là on ouvre 7 fois, et il y a tout un processus, le Gaon de Vilna explique comment faire, et ça doit donner les réponses. Au bas de la page doit être quelque chose qui est en rapport avec le nom qu'on cherche. Alors, on va donner ce rôle, va être dévolu au Rav Ariel Levin, qui était le Rav des prisonniers à l'époque des mouvements de résistance contre les Anglais. C'était aussi le Rav Levin qui avait procédé à leur inhumation
en 1948 au Kfar Etzion, et c'est à lui qu'on demande de faire ce Gor Alagra. Il a essayé de se défiler, mais il va le faire. Et vous en avez là le récit de ce qui s'est passé dans cette nuit, après avoir lu les Télim, avoir allumé des bougies et ouvert le Tanar, comme c'est marqué dans le Gor Alagra. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, chaque verset avait un rapport avec ce qui se passait. Le premier verset qui était sorti, l'Adonai Haaretz Umloa, Tevel Beoshva, tout est à Dieu. Et après, tous les versets avaient rapport avec les guerres, avec la bravoure, avec Eretz Israël. Et il y avait toujours un remèze à un nom, à Binyamin, à Lévi, d'après les différents noms des soldats des 35. En fait, il n'y avait pas 35, il y avait 12 qui n'étaient pas identifiés. Et donc, on a tiré 11 fois au sort pour trouver 11. Alors, pour le 12e, le rabbin, on n'a plus besoin, on a identifié 11. Le 12e, il est évident. On ne force pas la main au Goral. Et c'est de cette façon-là qu'aujourd'hui, vous allez au cimetière du Har Herzl, chacun a son nom sur sa tombe, identifié par le Goral Hagra, tiré par le Rav Aryeh Levin. Et donc, vous voyez là leur tombe, ce qui est différent de la tombe des 127 du Kfar Etzion, qui, eux, sont dans une fosse commune. Parce que quand on est revu, on n'a pas réussi à les identifier. C'est les Jordaniens qui les ont mis pêle-mêle dans une tombe. Par contre, les 35 qui avaient été enterrés à l'époque par le Rav Levin, on avait une partie, on connaissait déjà, et les 12 autres ont été identifiés. Donc, eux ont des sépultures individuelles au Har Herzl. Ce qui reste après cette triste histoire, c'est le chêne solitaire, puisque le Gush Etzion est détruit. Les 4 kibbutzim ont été détruits par les Arabes. Et la seule chose qui reste, c'est un chêne solitaire qu'on peut voir de la région de Beth Shemesh. Et les survivants des kibbutzim et les enfants de Kfar Etzion et les femmes qui avaient été évacuées venaient chaque année de loin voir. Là-bas était notre maison dans les montagnes de Hebron. Aujourd'hui, on est revenu au Gush Etzion. Voilà le chêne solitaire qui a grandi aujourd'hui. Il est entouré de maisons. On ne peut plus le voir à partir de Beth Shemesh. Il y a un petit parc autour. Le Gush Etzion, ce n'est plus 4 kibbutzim avec quelques dizaines de jeunes renforcés par d'autres. Mais regardez, aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine de villages. Et dans la liste, vous n'avez que les villages de la Moatza Ezorit Gush Etzion. Donc, ce sont des villages. Il y a en plus 2 villes, la ville de Efrat et la ville de Beitar Illit. Beitar Illit compte plus de 60 000 habitants. Donc, aujourd'hui, on parle d'un Gush, d'une région florissante dans tous les sens du terme, florissante dans les fleurs, les jardins, les arbres, et florissante dans la population qu'elle a. Et je termine donc par quelques notes de cette musique. Vous irez Rechob à Lamedhe. Alors, vous saurez maintenant qui se cache derrière ce Lamedhe anonyme de la plaque sur la rue. Rechob Lamedhe raconte une histoire incroyable, l'histoire de ces 35 de Machleket Hahar. Et je vous invite à vous promener sur la trace. Chaque année, le jour de la bataille, la nuit de la bataille, il y a une marche où des centaines de jeunes, des mouvements de jeunesse viennent marcher sur les traces de Lamedhe. C'est organisé par Oren Mas. Oren Mas, qui est un neveu de Dani Mas, le commandant de Lamedhe. Et voilà, une page glorieuse de l'histoire d'Israël. Voilà, si vous voulez ouvrir le micro, poser des questions, avec plaisir. Ariel, oui? J'ai connu à Manchester la belle-mère du rabbin Fison, Ethan Fison, oui. Et sa famille était à Gush Etzion et ils sont arrivés à se sauver. Ok. D'abord, les femmes, au début, les femmes avec les enfants ont été évacuées. Il ne sont restés que les femmes qui avaient un rôle comme opératrice radio ou comme infirmière, ou certaines, ou alors comme combattantes, celles qui ont voulu rester. Aussi, une chose qui n'a pas été racontée, mais ça, c'est l'histoire de Kfar Etzion, ce n'est pas l'histoire de Lamedhe. Il y a parmi eux plusieurs Netzer Acharon, donc de survivants de la Shoah, de gens qui avaient perdu toute leur famille dans la Shoah et qui sont tombés. Mais ça, c'est quand on racontera l'histoire de Kfar Etzion. Là, on est dans l'histoire de Lamedhe. J'ai donné le Kfar Etzion pour donner le cadre, mais je voulais les 35. Elle m'a raconté l'histoire de la famille. Ouais. Oui. Oui, alors je voulais poser une question. Est-ce que... Oui. Bon, merci beaucoup pour cette conférence. Quand même pas oublier
Mais le fait que tu parlais sans arrêt de Gush Etzion et de Kfar Etzion l'un à la place de l'autre, Oui. c'était parce que Kfar Etzion et Gush Etzion, c'est la même chose ou est-ce que c'est parce que c'est différent? Moi, Non. j'ai habité dans le Gush Etzion, Oui. j'ai habité quoi pendant longtemps, et pour moi, le Gush Etzion, c'est la région, et Kfar Etzion, c'est là où il y avait le kibbutz. Voilà, alors c'est exactement ça. Kfar Etzion, c'est le kibbutz de Kfar Etzion, mais il faut se rappeler qu'en 48, il y a 4 villages. Les 4 villages se défendent ensemble. Il y a une coopération entre les 4 villages. Et donc, toi, je parle du Gush Etzion, parce que souvent, les Arabes ont voulu attaquer et ils se couvraient les uns les autres. Ils s'aidaient les uns les autres. Les 4 fonctionnaient ensemble. Donc, des fois, j'ai parlé plus spécifiquement du village de Kfar Etzion, et des fois, de façon générale, des 4 kibbutzim ensemble, le Gush Etzion. Ok, merci. Ok, alors à une prochaine fois. Merci beaucoup, Ariel. Bonsoir, bonsoir. Chodesh Sameach. C'est un peu triste comme histoire pour un Chodesh Adar, mais de notre côté, Chodesh Adar, c'est aussi un mois de Geoula. Et comme l'a dit Yaakov Garnak dans cette lettre qu'on a vue, son message, c'est qu'on est là pour sauver Jérusalem et pour la liberté de Jérusalem. C'était ça qu'ils avaient en tête quand ils se sont battus au Kfar Etzion. Au revoir, au revoir. Merci, c'était très intéressant. À bientôt, on pensera à cet exposé quand on passera dans la rue. Personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de dire quelques psukim de Tehillim pour tous ces Giborim. Oui. Myriam, Mamash, très miragesh. Merci. Comment? Merci, merci beaucoup. Toda. Ils sont tombés pour nous. Ouais. Mashlomer Daniel. Ça va et toi? Grâce à Dieu, ça va. Kol Tov. Kol Tov. Toda Rabba Rabba. Toda Rabba, Ariel.